futur est plus difficile que ce qu'on imagine, dans le sens qu'on n'a pas tellement envie de penser à un futur qui peut être difficile, qui peut être critique. Et donc on se donne ce type d'outils pour structurer des débats, des discussions à propos du futur. Donc il ne faut pas considérer les scénarios desquels on va parler comme des visions déjà possibles. Ce sont des scénarios possibles, c'est-à-dire que le futur contient beaucoup de choses qui sont possibles, mais qu'on ne veut pas, on ne trouve pas. Donc vous verrez qu'il y a des choses un petit peu contrastées, et donc l'idée c'est d'utiliser des scénarios contrastés pour faire émerger peut-être des potentiels qu'on ne voit pas si on ne fait pas cet exercice de mettre un petit peu les choses en clair, au clair ou à l'extrême. Okay? Donc il faut vraiment les utiliser de cette façon, et pas comme des visions qui sont déjà proposées. Surtout, ce n'est pas des visions entre lesquelles il faut choisir, ce n'est pas des alternatives, mais c'est des façons de construire une réflexion commune sur le futur. Entre la planification existante, vous savez qu'il y a plein de secteurs, et une partie de la question que vous avez posée, est-ce que vous avez fait d'autres choses, en outre des moments publics de débat? Mais on a fait beaucoup de permanences dans chaque municipalité. Donc on a passé un jour dans chaque municipalité, avec une partie plutôt avec les services et les élus, et une partie porte ouverte dans laquelle tous les citoyens ont pu intervenir. Donc maintenant, on a un travail assez précieux qui nous permet de localiser aussi sur une carte toutes les questions qui ont été évoquées, soit dans la participation, soit dans les moments de permanence. Et après, on va terminer aussi l'atelier, on a encore une autre à réaliser. Et donc, tout ça avec le travail qu'on avait fait, qui avait conclu le diagnostic, c'était la carte du potentiel de résilience face aux inondations. C'était déjà une première carte qui commençait à dire si on veut être résilient aux inondations, ce serait intéressant de pouvoir donner un certain espace à la rivière, mais aussi comprendre que les versants jouent un rôle très important pour retenir l'eau, que les plateaux, eux aussi, ont d'autres questions. Donc on avait mis un petit peu tous ces éléments ensemble, et quand on parle de résilience, ce n'est pas juste au fond de la vallée, c'est quelque chose qui est sur toute la vallée. Alors, tout ce travail-là, donc, c'est pour arriver finalement à une vision qui va nous permettre de proposer ce schéma stratégique. Le schéma stratégique, c'est un document d'orientation. Donc, ce n'est pas de la planification au sens du secteur prescriptif, mais on va le partager dans la vallée, par les communes, par les élus, par les citoyens, devrait donner vraiment des directions claires vers lesquelles aller ou à suivre, et qui peuvent être, je pense, très importantes parce que la vallée manque d'une vision. Et donc, c'est vraiment le moment de se dire, construisons une vision qui n'est pas que liée aux inondations, mais qui traite un petit peu de la question de la vallée dans son entièreté. Donc, c'est ça le sens de ce document. Alors, les 4 scénarios. Les scénarios sont des scénarios contrastés, comme on a dit, ne sont pas des visions, mais on peut les regarder pour comprendre quelles sont les limites, les potentiels, les possibilités qui pourraient être là-dedans. Alors, premier scénario, c'est futur sans rupture. Donc, on continue comme on a fait depuis avant les inondations. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais le business as usual. On fait comme on faisait et on continue. Le deuxième, c'est l'opposé. Non, on considère que la rivière a ses droits, donc ce que veut la rivière. Et donc, on part de la rivière pour comprendre quelles seraient les conditions. La rivière, c'est les rivières, tous les espaces liés à l'eau qui sont dans la vallée, c'est pas que juste la reste. Et on considère que c'est à partir de la logique des rivières qu'on va repenser l'ensemble de la vallée. Donc c'est vraiment l'opposé par rapport au futur sans rupture. Le troisième scénario, c'est plutôt quelque chose qui part de l'urbanisation, des formes de l'urbanisation. Et là, on peut noter qu'il y a des transversalités, une urbanisation transversale à la vallée. Du plateau au fond de la vallée qui est en train de se former.
C'est une tendance qu'on peut lire, surtout dans le cas de Eupen, c'est très fort, Eupen-Berchtesgaden. C'est vraiment un tout qui traverse un morceau de la vallée. Et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul cas, même à Verviers, un petit peu, et aussi plus vers Liège. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se former, qui modifie fortement l'ancienne configuration de la vallée, où c'était clairement des plateaux détachés d'un fond de vallée. Le fond de vallée était plus fort dans le passé. Le plateau était beaucoup plus rural, et après les poids ont commencé un petit peu à changer. Mais cette idée de traverser la vallée, d'avoir une ville qui se met du plateau versant et fond de vallée, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui est en train de se former. On va voir quels sont les enjeux éventuellement liés à ça. Le quatrième scénario, on l'appelle les constellations. Il part du fait que déjà aujourd'hui, la vallée est très fragmentée. On a effectivement des morceaux, zones industrielles, lotissements, un village, c'est cette condition un petit peu hétérogène qu'on connaît aussi dans la vallée, et que finalement il faut faire avec. On ne peut pas imaginer de réorganiser tout le bâtiment pour repenser la baisse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette lecture par constellation, par fragments qui sont dispersés dans la vallée? Maintenant, on va les regarder un par un. Alors, futur sans rupture, c'est-à-dire on continue avec ce qu'on fait. Les 4 scénarios s'appuient quand même à des tendances. Ce ne sont pas de fantaisie. Ça, c'est une tendance réelle. La vallée est en train de se réorganiser comme si rien ne s'était passé. Et donc, le scénario imagine que les tendances actuelles continuent, perdurent, que finalement, donc, le territoire n'est ni solidaire, ni résilient. Parce que ça, c'est le passé. Le territoire n'a pas été résilient, n'a pas été solidaire. Alors, quels sont les éléments clés de ce scénario? Donc, il s'appuie à des tendances préexistantes avant l'inondation. Donc, qu'est-ce que c'était la vallée avant l'inondation? Une vallée, surtout le fond de la vallée, pas vraiment le plateau, mais le fond de la vallée en déclin, une crise socio-économique, la paupérisation des centres urbains. Parce que quand on dit qu'on veut revenir comme en arrière, il faut savoir que ce qu'il y avait avant l'inondation, c'était quand même une condition de fragilité économique, sociale. Donc, dans ce scénario, la vallée poursuit son déclin économique avec le renforcement de l'arc nord, qui au contraire, les plateaux nord sont très très forts, et avec les grandes plaques économiques qui vont diriger un petit peu ce développement. Les plateaux poursuivent leur urbanisation le long de la ligne du TGV, de l'autoroute, de la route nationale 3. Il y a peu d'investissements dans le transport en commun, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus avant, et sur les mobilités douces. Il suffit de voir combien de temps il est nécessaire pour faire la VSDN. Ce sont des années et des années pour devoir décider comment faire une piste cyclable, c'est quand même. Notamment dans la liaison entre la vallée et les plateaux. C'est-à-dire que la mobilité, sur le transport en commun ou les formes de mobilité actives, transversales à la vallée ne sont pas du tout imaginées. Dans le fond de la vallée, des ouvrages hydrauliques de résistance, avec la vieille idée de résister justement aux inondations, prime et peu d'espace est donné à l'eau. Donc, ça, c'est le scénario futur sans rupture qui imagine qu'on continue à faire ce qu'on a toujours fait. Donc, peu d'espace à bâtir sur les plateaux. Donc, la vulgarisation des terrains continue. Les problèmes liés, par exemple, à l'écoulement de l'eau sont emphatisés. Et du point de vue aussi de la perméabilisation des sols, rien n'est fait pour modifier la présence de la voiture dans des espaces publics, retrouver de perméabilité, etc. C'est un petit peu dur, mais fondamentalement, c'est ce qu'on faisait avant. Et donc, on continue, même la base du plan de secteur reste totalement acceptée, je dirais, avec tout ce qui est déjà là, qui est beaucoup. Et donc, on continue avec cette condition. Ça, c'est le premier. Alors, maintenant, le deuxième, je dis ça,
extrêmes qui poussent dans une direction opposée, ce que veut la rivière. Alors la rivière, elle voudrait tout simplement avoir à nouveau son lit majeur. Donc dans ce scénario, toute la place qui est nécessaire à l'eau est redonnée à l'eau. Évidemment, ça, c'est aussi un passage important, c'est l'idée que les rivières sont des sujets, ce ne sont pas juste des objets ou des ressources, non, c'est des sujets, et comme sujets, ont des droits, par exemple, le droit à un petit peu d'espace. Alors, les conséquences de ce scénario. Ce scénario, ce que veut la rivière, comme je dis, c'est l'idée de redonner l'espace qui était de la rivière, mais aussi à tout ce qui a construit finalement ce paysage qui a été très apprécié, et aujourd'hui très apprécié. J'ai commencé en disant que c'est vraiment magnifique la vallée, mais moi, l'automne me semble être très très beau. Donc, il y a l'appréciation aussi de cette qualité paysagère de la vallée, et donc tout le patrimoine qui est lié à la vallée et au fond de la vallée, donc qui est proche de l'eau, est considéré un patrimoine qui devrait rester. Donc ce n'est pas vider la vallée de tout ce qui est là, mais c'est vraiment de faire réagir tous les espaces qualitatifs de qualité aussi architecturale, patrimoniale, de paysage, en relation avec l'eau. Et avec ça, on redonne aussi de l'espace effectif à l'eau. Donc la vallée, dans ce scénario, conserve sa richesse paysagère, renforce le rôle écologique, évidemment la continuité longitudinale qui n'existe pas vraiment, met en valeur le patrimoine, y compris le patrimoine industriel, qui apporte une grosse belle situation. Et la vallée développe un réseau de mobilité douce autour et le long du chemin de fer et de la Vestbrienne. Donc la Vestbrienne devient dans ce scénario une vraie épine qui connecte tout et le chemin de fer en parallèle. Les aménagements hydrauliques sont repensés dans une idée de faire avec la nature, donc une position qui est différente de la résistance traditionnelle. Et la qualité écologique de ces transformations est beaucoup plus élevée. Les industries qui sont liées à l'eau sont gardées. Les industries qui sont là parce qu'il y a l'eau sont considérées faire partie de ce monde d'eau. Et on peut imaginer dans ce cas de revenir à un cadre plus pastoral, comme c'était au début, quand on a commencé à créer les grandes usines, qui avaient en plus beaucoup de dignité, donc au début aussi des objets. On imaginait qu'il y avait là une relation très intéressante entre un paysage important et ces industries. Dans ce cas, évidemment, le fond de la vallée devient très attractif en termes touristiques. Parce que ça ne veut pas dire très qualitatif, c'est déjà très beau, imaginons, avec un petit peu d'attention à ça. Et quel est le problème dans ce scénario? Évidemment, il y a le problème de délocaliser certaines choses. Pas toutes les industries, on va dire les industries liées à l'eau restent. En plus, sont presque toujours des industries qui sont liées à l'héritage aussi industriel. Mais il y a des choses qui doivent être délocalisées. Et dans ce cas, donc, il faut imaginer le scénario du fond de vallée avec la densification et le développement ultérieur des plateaux. Les entreprises qui ne dépendent pas de l'eau de la Vestre devraient se déplacer, par exemple, dans les lacs économiques. Et ça, c'est clairement un point faible de cette histoire, parce qu'on sait la fragilité aussi des plateaux. Mais disons que ici, le point de départ, c'est vraiment les cours d'eau. Et donc, ces cours d'eau, et c'est pas que la Vestre, c'est la Rogne, c'est la Mare. Donc, tous les cours d'eau devraient être, imaginez, être un petit peu au cœur de ce scénario. Ici, vous voyez l'espace que les rivières devraient pouvoir prendre. En rouge, on voit la partie occupée par la rivière pendant les inondations, et vous voyez aussi les vallées selon la carte de Félalis du
de la moitié du XVIIIe siècle, donc évidemment c'est un espace conséquent par rapport à celui d'aujourd'hui. Donc, l'eau, avec ce qui est à l'eau, quand je parle de scénario pastoral, hein, c'est un petit peu ça, c'est des grosses usines liées à l'eau qui sont gardées dans ce paysage très, très important. La vallée met en valeur le patrimoine et les vieux villages. Et sur le plateau, il y a, comme je disais, le grand risque de continuer sur une imperméabilisation, une transformation des paysages qui est liée aux délocalisations. Troisième scénario, les continuités transversales. Alors là, comme je disais, on parle du fait qu'il y a déjà des configurations qui sont en train de se réaliser. Eupen qui monte jusqu'à Belgrade, Verviers qui monte jusqu'à l'autoroute, et aussi de l'autre côté. Il y en a plus, il y en a un troisième qui est entre Liège et Verviers, donc il y a une série d'axes. Pourquoi on est arrivé à ce scénario? Parce que, si on continue, parce qu'il y a des tendances, comme je disais, c'est ici, c'est Eupen et Belgrade, vous voyez, donc c'est vraiment industriel, oui, mais pas que industriel, c'est vraiment une continuité qui est en train de se former. Désormais, il manque quelques parcelles, mais finalement, on voit. Et ce scénario n'est pas si. Cette tendance, on peut comprendre qu'elle est assez liée à ce que une série de schémas, de plans, de planification a dit dans le passé. Par exemple, si vous connaissez peut-être ce diagramme ici, donc ça c'est la ligne TGV, Verviers, Eupen, Liège et La Chapelle. Donc vous voyez qu'il y a cette idée de laisser libre des zones non bâties assez importantes pour mettre en relation deux grands parcs, donc le parc des trois pays et le système des Ardennes. Donc, c'est quelque chose à l'échelle européenne. C'est l'idée que la vallée de l'Ouest n'est pas une continuité de bâti qui empêche cette relation transversale, mais qui laisse la perméabilité, une forte perméabilité transversale. Et le résultat de ça, c'est clairement, alors, on va compacter plutôt dans ces parties transversales. Donc ça, c'est un petit peu lié à une idée qui a été affichée, par exemple, par les trois pays qui sont réunis pour discuter cette idée du parc des trois pays. Et on sait bien que ce scénario transversal a été porté surtout par la communauté allemande et la communauté hollandaise, plus que par la Belgique. Parce que je pense que depuis la Belgique, la reste, c'est clairement une continuité linéaire. Non, c'est pas transversal. Mais depuis les deux autres pays, au contraire, vous voyez qu'ici on a noté que par exemple du côté allemand, hollandais, il y a désormais une continuité urbaine affirmée. Depuis Liège aussi. Pardon? Il y a une mobilité aussi. Oui, exactement. Il y a les infrastructures qui vont avec, etc. Donc, du côté de Liège, Maastricht, vous voyez que les interruptions sont beaucoup plus petites. Donc, finalement, il n'y a que ça. C'est là que les deux. Excusez-moi. Oui, je suis désolée, je ne comprends pas. Donc, est-ce que c'est bien d'avoir une continuité ou c'est mal d'avoir une continuité? On a vu que quelque chose était en train de se réaliser. D'accord. Il y a des choses qui sont là. Après, on peut dire. Mais vous ne savez pas dire les conséquences. Non, je suis juste en train de dire qu'il y a une tendance. C'est la tendance de rendre plus robuste et plus continue la relation entre des centres qui sont sur des parties différentes de la vallée. Mais évidemment, je m'interroge, mais comment c'est possible qu'on est arrivé là? Et alors, je vais regarder, est-ce qu'il y a quelque chose dans la planification qui a peut-être déjà suggéré ce modèle? Okay. Et là, on trouve ça, et vous voyez, non? C'est toujours cette idée qu'on a des grandes transversales écologiques qui nous traversent, mais si je dois laisser l'espace pour ces grands couloirs pour passer, l'urbanisation doit se serrer et amener, évidemment, à aller en transversale, comme les grandes connexions écologiques.
c'est un projet, c'est une idée, c'est une vision qu'on a eue dans le passé. Comme je dis, on a interrogé même la région sur cet aspect, ils nous ont dit que effectivement ces schémas-là ont été portés plutôt par les autres cultures et pas par la Belgique. Oui, c'est pas si étrange parce qu'on sait bien de l'intention, par exemple, que l'Allemagne met sur l'idée de ville compacte. Donc c'est clair que l'idée de compacter au maximum, de laisser au maximum libre, on peut comprendre. Mais juste une explication pourquoi on n'a pas considéré que toute la vallée est aussi. Alors, dans ce scénario qui valorise les continuités écologiques transversales en relation avec le pacte des 3 pays et la sud de Pâques, quelles sont les conséquences? Donc, ce scénario renforce et restructure les centres urbains de Verviers, de Eupen et Liège-Chaux-de-Fontaine. Dans ces diagrammes-là, les parties qui sont vraiment identifiées sont liées à ces 3 centres. En réalité, comme je dis, il y en a un troisième ici qui est en train de se former, ou un quatrième, qui n'est pas vraiment pris en considération. Ce scénario travaille sur une transversalité nord-sud, en lien avec les infrastructures et les équipements économiques et développés. Dans ce scénario, on dit aussi que peut-être la question de la dualisation de la vallée est dépassée, parce que finalement, c'est une seule ville qui traverse la vallée, donc il n'y a plus, disons. Même si quelqu'un pourrait dire, oui, mais finalement, en tout cas, ça reste le fait qu'en bas, il n'y aura plus de problème, par exemple, aux inondations, et en haut, on sera mieux. Et donc, en réalité, cette dualisation risque de perdurer, parce qu'on peut toujours imaginer que peut-être les populations moins aisées sont toujours dans le fond, mais les populations mieux placées sont dans le haut. Les connexions transversales sont renforcées, aussi dans le point de vue des infrastructures, et chose qu'aujourd'hui n'existe pratiquement pas. Donc c'est vraiment l'idée de construire la ville sur ces axes, et donc on va les équiper comme des axes qui doivent porter cette urbanisation. Et les centres urbains de l'axe ferroviaire, qui se trouvent au croisement des axes transversaux et de la future métropole, sont équipés. Donc, encore une fois, quand on a les axes nord plus forts. Donc, ce scénario, il va se réaliser tout seul. On arrive au dernier scénario. Donc, ce scénario, donc le titre constellation qu'on a utilisé aussi dans d'autres occasions. La constellation, vous savez, c'est qu'il y a quand même des objets un petit peu dispersés, mais comme quand on regarde le soir, le ciel étoilé, on reconnaît quand même des relations entre certaines étoiles. Donc la constellation, c'est l'idée que oui, on a ces points, mais ce n'est pas que des fragments, ils peuvent construire des petits microsystèmes, disons, qui peuvent avoir un sens à l'intérieur de la vallée plus large. Alors, dans ce cas, on part de ce qui est déjà là. C'est le scénario dans lequel ce qui prime est faire avec ce qui est déjà là. Même s'il n'est pas bien aujourd'hui, même s'il est un petit peu mal placé, essayer de faire le mieux avec ce qui est déjà là. Et il faut reconnaître que la vallée est habitée et organisée d'une façon dispersée depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge au moins. Donc le scénario constellation accepte cette dispersion, ces nœuds, et les rend parfaits. Alors qu'est-ce que ça veut dire parfait? C'est-à-dire capable d'opérer la transition écologique et sociale. C'est-à-dire que dans chaque morceau, on peut essayer de résoudre le problème, par exemple, de l'écoulement de l'eau. On peut résoudre le problème du manque de mixité fonctionnelle. On peut essayer de résoudre le problème de manque de continuité écologique. On peut faire beaucoup de choses en travaillant sur chaque morceau qui existe, qui est déjà là, et qu'on peut régénérer, qu'on peut réutiliser. Même les sols peuvent être régénérés avec les zones urbaines. Donc, régénération ponctuelle, prise en compte de tout ce qui est déjà là, sans exclusion. Donc on va régénérer tout, on va requalifier au fur et à mesure toute la vallée. Donc ce scénario considère la réalité actuelle,
est la base historique du développement du bassin versant, donc il est historiquement dispersé, avec une série de nœuds définis par l'implantation des villages et des centres. Ces différents fragments travaillent de façon solidaire et complémentaire, mais avec cette obligation de perfection des fragments. Chaque village, chaque plaque économique, chaque lotissement doit être repensé à ça. Par exemple, sur le plaque économique, il y a des lois. Une partie des plaques est déjà sur place. Et la loi n'a pas un effet sur le passé. Et donc, pour rendre la plaque fonctionnelle à ce que je suis en train de dire, il faut beaucoup travailler. Et après, est-ce qu'une plaque est moins fonctionnelle, elle est résiliente dans le futur? Probablement non. Il suffit d'une crise économique de quelque type que tout est déserté. Donc, il y a la question aussi d'une résilience plus générale. Et donc, chaque espace doit être repensé au prisme de cette résilience. Un investissement fort est fait dans les transports en commun, parce que si on veut garder cette dispersion, donc par rapport au scénario précédent, c'est très différent. Dans le précédent, il y a vraiment un top-down, dans le sens qu'il faut qu'on se concentre. Alors, on va mettre une belle ligne de transport en commun très efficace. Voilà, c'est un petit peu plus simple, mais c'est en réalité directionné dans l'eau. Tandis qu'ici, on peut imaginer que chaque partie puisse prendre ses initiatives, mais il faut quand même connecter. Donc, il faut un effort dans le transport en commun et les mobilités douces et les mobilités actives. Le fait d'organiser les fragments avec une mixité aussi fonctionnelle et sociale plus importante peut permettre de s'imaginer d'utiliser moins la voiture parce qu'on aura plus de fonctions qui sont à côté. Les règlements, pour faire des fragments parfaits, les règlements de construction de tout, des lotissements, des plateformes industrielles, mais aussi des écoles, de tout, doivent s'adapter et la culture du bâti doit évoluer. C'est-à-dire que la culture du bâti doit intégrer la transition écologique. Et aujourd'hui, notre culture du bâti n'a pas encore intégré tout ça. Donc, on va bâtir différemment. Donc, dans ce cas, on va renforcer tout ce qui est déjà là. Donc, il y a tout le thème de la régénération urbaine qui est dans la vallée de la Bresse particulièrement fort et problématique. Et ça touche tout. Même les zones agricoles dans lesquelles on doit imaginer un modèle d'agriculture probablement différent. Donc ça touche le bâti comme espace non bâti. Ça touche aux questions écologiques comme aux questions sociales. Les activités liées à l'eau restent sur la Vestre et leur environnement est fortement amélioré, sécurisé et la pollution évidemment doit être évitée. Et l'agriculture et le bocage sont à nouveau la matrice, vont vraiment servir comme élément connectif entre ces fragments. Mais ça veut dire donc que la micro-connectivité, les micro-infrastructures de continuité qui sont aussi dans la partie plus agricole doivent être tous à l'état remis et ils peuvent permettre de résoudre une partie aussi des questions de mobilité parce qu'on pourra se déplacer beaucoup plus facilement avec la mobilité active à travers cette matrice de paysage et de bocage. Voilà, je pense que là on est arrivé à la conclusion. Je voulais dire, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire, avec les premières réflexions que les citoyens qui ont participé au premier atelier ont déjà menées, mais peut-être que ce n'est pas vraiment nécessaire, on risque de perdre un petit peu trop de temps. Si vous voulez, après on peut les passer rapidement, tu peux les laisser passer. Et, vas-y. Et après, vas-y encore. On avait quelques lignes guides dans le sens de dire, n'importe quel scénario on va choisir, on peut quand même considérer qu'il y a des choses qui sont communes. En tout cas, on a une question qui est liée à la gestion forestière pour restaurer les tourbières, on en a déjà parlé, et les feuillus, au lieu de ces types de végétation actuelle. En tout cas, on doit repenser le système agricole pour un fonctionnement hydraulique
écologique meilleur. Donc la question des nouvelles formes d'agriculture, de restaurer le bocage, tout ça, c'est des choses qui sont valables dans tous les scénarios. Les plaques économiques, dans tous les scénarios, en tout cas, il faudra repenser ces grands morceaux moins fonctionnels qui vont vieillir, qui sont déjà en train de vieillir en partie et qui peuvent être repensés comme des lieux de mixité fonctionnelle, des services écosystémiques où l'utilisation du sol est optimisée. Donc, ce sont des choses qu'on peut considérer traversent un petit peu tous les scénarios. Et plus d'espace pour la mobilité douce, la construction de la Westvienne, qu'aujourd'hui est très quand même limitée dans sa position, dans sa dimension, dans son contexte en général. Et une gouvernance qui doit, en tout cas, quelconque scénario, conduire à une solidarité plus robuste. Ça, c'est une sorte de toile de fond sur laquelle les 4 scénarios, je vous les rappelle, donc le futur sans rupture, le business as usual. De l'autre côté, l'espace redonné aux rivières avec l'idée de ce que veut la rivière. Et le 2 scénarios plus orientés aux formes des implantations du bâti, donc les axes transversaux, avec l'idée de continuité entre le nord et le sud, et le parc au nord et au sud, et les constellations qui mettent surtout l'attention sur ce qui est déjà là et la régénération de chaque morceau pour qu'il puisse fonctionner dans une optique de transition écologique et sociale. Et voilà, c'est la base pour vos discussions. Merci beaucoup.